Nous allons aborder dans ce chapitre les ondes, c'est-à-dire nous allons nous intéresser aux phénomènes vibratoires en général, nous allons définir les grandeurs qui permettent de les décrire, ainsi que les grandeurs qui permettent de décrire leur comportement, essentiellement la propagation de ces ondes à travers différents milieux et également leur comportement lorsqu'on change de milieu. Pour comprendre les mécanismes qui sont à l'origine des comportements de la matière, y compris de la matière vivante, il y a un concept essentiel. C'est celui des mécanismes d'échange d'énergie entre différents objets. Et ces échanges mettent en évidence des phénomènes de nature vibratoire, d'où l'intérêt d'étudier les ondes. Ce chapitre s'intéresse à toutes les ondes. Et donc le plan va être tout d'abord des généralités sur les ondes, ensuite des grandeurs associées aux ondes, et finalement nous étudierons le comportement de certaines de ces ondes. Alors quelques exemples d'applications. Tout d'abord l'échographie. L'échographie est basée sur les propriétés de propagation des ondes ultrasonores. Donc, ces propriétés sont importantes à comprendre pour comprendre la transmission de ces ondes au niveau des interfaces, par exemple entre l'émetteur qui émet les ondes ultrasonores, l'air et la peau, et pour comprendre la bonne pénétration dans les tissus, pour comprendre la vitesse de propagation dans un milieu, les réflexions qui se font lorsqu'on change de milieu. Un autre exemple, c'est la destruction de tissus par les ondes ultrasonores, où cette fois-ci, on va utiliser des ondes ultrasonores. C'est le cas typiquement pour détruire des calculs rénaux. Donc il faut bien connaître les conditions de propagation de ces ondes, il faut bien connaître la puissance qui va être présente dans ces ondes. Et troisième exemple, cette fois-ci, c'est un exemple où on sait qu'il y a des effets néfastes aussi dus aux ondes ultrasonores. Les ultrasons sont utilisés dans de nombreux procédés industriels, que ce soit la soudure, l'électrodéposition, les fabrications de mousse pour les boissons, le nettoyage, etc. Et donc toutes ces ondes vont se propager et on sait qu'elles peuvent provoquer un échauffement local et être responsables de la destruction de l'ouïe. Donc à nouveau, c'est intéressant de bien comprendre les propriétés de ces ondes. Tout d'abord, nous allons dire quelques généralités sur les ondes. Il y a deux catégories d'ondes. Les ondes mécaniques, qui nécessitent, elles, un support matériel pour se propager, et les ondes électromagnétiques, qui peuvent se propager dans le vide. Alors on peut donner des exemples, les ondes mécaniques, par exemple les ondes à la surface de l'eau. Lorsqu'on jette un caillou dans l'eau, on voit la propagation d'ondes. Donc dans ce cas, le support matériel, c'est la surface de l'eau. Ou bien encore les ondes sonores, qui elles se propagent dans l'air. Et il y a une expérience classique que vous avez peut-être vue au lycée, qui consiste à mettre une sonnette dans une cloche à vide. Et lorsque la sonnette fonctionne et que le vide est fait, on ne l'entend pas. Et dès qu'on laisse entrer de l'air dans cette cloche, on entend le bruit de la sonnette. Donc ça montre bien que pour se propager, le son a besoin de ce support matériel qu'est l'air. Les ondes électromagnétiques, elles, comme exemple, on peut citer la lumière qui traverse l'espace interstellaire, donc qui peut se propager dans le vide. Commençons tout d'abord à définir quelques grandeurs associées à ces ondes. Et pour commencer, la vitesse de propagation. Alors pour ça, on va considérer une corde homogène, fixée en un point A, comme vous le voyez sur la figure. Cette corde est tendue horizontalement et on va faire une perturbation à l'extrémité libre de la corde au point O. Alors cette perturbation, ça va être un déplacement brusque, vertical, avec un retour à la position de départ. Et vous voyez que cette perturbation va se déplacer le long de la corde. On peut suivre la perturbation le long de la corde et repérer les différents instants
et les endroits où elle se produit. Donc par exemple, au point M1, qui est situé à l'abscisse X1, la perturbation va arriver à l'instant T1. En M2, situé à l'abscisse X2, cette perturbation arrivera à l'instant T2, etc. Et on peut montrer que le rapport entre M2, M1 sur T2 moins T1 est égal à M3, M2 sur T3 moins T2, etc. Et qu'en fait, donc, ce rapport est une constante qui représente la vitesse de propagation de cette perturbation. Alors on l'appelle C parce qu'on l'appelle aussi célérité. Et cette vitesse de propagation caractérise le milieu. C'est une caractéristique du milieu et donc dans ce cas, c'est la caractéristique de la corde. Alors pour faire une description mathématique un peu générale, on peut remarquer que le déplacement suivant Y d'un point d'abscisse x0 dépend de l'instant t d'observation. Et on peut aussi remarquer que le déplacement observé à un instant t donné dépend de la position du point considéré. Donc il y a un lien entre x et le temps, d'où une description mathématique générale pour une onde qui se déplace suivant la direction x, x'. Elle va se décrire par une fonction y qui va dépendre donc de x et de t. Et autrement dit, cette fonction sera une fonction de t plus ou moins x sur c. Donc cette fonction y, qui dépend de x et de t, peut s'écrire donc sous la forme f de t plus ou moins x sur c. Y dépend du phénomène, donc de la nature de la perturbation. X, c'est la variable position, t, c'est la variable temps. Et cet argument, t plus ou moins x sur c, est caractéristique d'une propagation. C'est-à-dire que chaque phénomène de propagation peut être décrit par une fonction dont l'argument est t plus ou moins x sur c. Et inversement, chaque fois que vous verrez une fonction dont l'argument est t plus ou moins x sur c, vous saurez que cette fonction représente un phénomène de propagation. Alors on peut distinguer deux cas. Le cas de l'onde progressive. Dans ce cas, l'onde se déplace vers les x croissants et à ce moment-là, l'argument est t moins x sur c. Et le deuxième cas, si l'onde est régressive et à ce moment-là, la propagation se fait suivant les x décroissants et l'argument de la fonction sera t plus x sur c. Donc on peut remarquer que si l'onde est progressive, ça veut dire que lorsque le temps t2 est plus grand que t1, alors l'onde se trouve en x2 qui est supérieur à x1. Alors que si l'onde est régressive, lorsque t2 est supérieur à t1, la position de l'onde x2 est inférieure à x1. Donc nous allons nous intéresser maintenant à un mouvement vibratoire périodique, c'est-à-dire un mouvement entretenu. Donc au lieu d'avoir une simple perturbation, on pourrait faire une suite de pulses identiques, régulièrement espacées dans le temps. Donc cette suite de pulses va être caractérisée par différentes variables. Tout d'abord, on peut définir la période, grand T, qui sera définie en secondes. On pourra définir aussi la fréquence, qui sera notée F ou bien nu, et qui elle est l'inverse de la période, et son unité ce sont les hertz, et donc les hertz sont des secondes moins 1. On pourra également définir une longueur d'onde associée à ce phénomène, lambda, et cette longueur d'onde va être reliée à la période en tenant compte de la vitesse de propagation, donc la longueur d'onde est égale à c fois t. Et dans les unités du système international, cette longueur d'onde sera exprimée en mètres. Et finalement, on pourra définir également la pulsation oméga, qui est égale à 2π sur t, ou bien aussi 2π fois nu la fréquence. Alors une remarque importante, chaque fois que vous avez affaire à ces relations, pensez à contrôler l'homogénéité en termes des grandeurs. Par exemple, si vous prenez la relation de la longueur d'onde, une longueur d'onde c'est une longueur, donc ça s'exprime en mètres. C est une vitesse, donc ça s'exprime en mètres par seconde.
t est un temps qui s'exprime en secondes, donc le produit c par t est bien quelque chose qui correspond à une longueur. C'est une bonne façon d'éviter de se tromper dans le sens de ces relations. Alors on peut prendre un exemple, et puisqu'on a une fonction qui dépend de x et de t, on va pouvoir la représenter soit en un point x0 donné, soit à un instant t donné. Alors le schéma du dessus vous représente la fonction y à un instant t égale à t0, donc c'est de la fonction représentée en fonction de x, et donc vous voyez donc une fonction qui se répète de façon périodique, et donc on peut définir, si vous prenez un point qui correspond donc à y égale à f de x moins c t0, une longueur d'onde plus loin, vous aurez le point avec le même y qui sera donc égal à f de x plus lambda moins c t0. Inversement, si maintenant vous représentez cette fonction à un point x égale à x0 donné, donc vous allez représenter le mouvement vibratoire y en fonction du temps à ce point x0, et à nouveau vous avez quelque chose de périodique, et vous trouvez un point y égale à f de x0 moins ct, un instant grand T plus loin, vous allez trouver la même valeur y égale f de x0 moins c petit t moins c grand T. J'attire votre attention sur le fait que les deux graphes représentés ici sont différents. Dans le premier graphe, c'est le temps qui est fixé et on représente la déformation en fonction de x, alors que dans le deuxième graphe, on fixe x et on représente la déformation en fonction du temps. Il existe un cas particulier important de ces mouvements vibratoires, c'est le mouvement sinusoïdal. Alors comme son nom l'indique, maintenant, au point grand O, donc à l'origine x égale à x0, on va appliquer un mouvement sinusoïdal entretenu avec une certaine amplitude grand A. Et donc, la fonction y au point x égale à 0 en fonction du t pourra s'écrire grand A cosinus de 2pi petit t sur grand T, si on veut l'exprimer en fonction de la période, ou encore grand A cosinus 2pi nu fois petit t, si on veut l'exprimer en fonction de la fréquence, ou encore grand A cosinus oméga t, si on veut l'exprimer en fonction de la pulsation. Et donc vous verrez dans la suite du cours, on utilisera l'une ou l'autre de ces variables. Donc la déformation se déplace à la vitesse c le long de la corde, s'il s'agit d'une perturbation le long d'une corde. Elle va arriver au point M, défini par x, avec un retard correspondant au temps mis pour se propager de O à M. Donc le temps mis pour se propager de O à M, c'est tout simplement x que divise c. Et donc, on va pouvoir écrire le mouvement sinusoïdal au point x, donc défini par y de x et de t, comme étant égal à cosinus 2pi sur grand T fois petit t moins x sur c. Ou encore, si on veut utiliser la longueur d'onde, on pourra écrire y égale à cosinus 2pi petit t sur grand T moins x sur lambda, ou encore y égale à cosinus oméga t moins kx, et cette fois-ci on introduit k qui est le nombre d'ondes et qui est défini comme étant égal à 2pi sur lambda. Et donc vous voyez que ce nombre d'ondes, son unité dans le système international sera des mètres moins 1. Et puis encore, on peut écrire y égale à cosinus de oméga t moins phi de x, où phi de x est égal à 2pi x sur lambda, et phi de x représente la différence de phase entre y au point x et y au point x égale à 0. On appelle ça aussi le déphasage. Vous voyez donc qu'une déformation sinusoïdale peut s'écrire de différentes façons. Donc on peut représenter ce mouvement sinusoïdal toujours de deux façons. Soit on s'intéresse à un instant donné, t égale à t0, c'est le schéma du haut, donc la courbe est une sinusoïde en fonction de x.
Et donc son expression, donc y égale à grand A cosinus oméga t0 moins kx. Et donc on retrouve, par exemple, deux maxima de la courbe seront espacés de la grandeur lambda. Et vous voyez représenter aussi sur la courbe l'amplitude grand A. La deuxième façon, c'est de s'intéresser à ce qui se passe en un point donné, donc pour x égale à x0. Maintenant, on représente y en fonction du temps. Donc y est égal à grand A cosinus oméga t moins kx0. Et cette fois-ci, vous retrouvez par exemple entre deux minima ou deux maxima la période grand T. Et à nouveau, vous avez représenté l'amplitude de cette courbe. Alors si on veut représenter maintenant en fonction de x à différents instants ce qui se passe, donc en bleu ici sur cette courbe, vous avez ce qui se passe à l'instant t égale à 0. Et si vous regardez la forme de y à l'instant t égale à 0, y est égal à a cosinus de moins kx, ce qui est encore égal à a cosinus de kx. Si vous regardez maintenant un quart de période plus loin, donc à t égale à grand T sur 4, cette fois-ci y est égal à a cosinus de pi sur 2 moins kx. Et ça, c'est égal à a sinus kx. Donc c'est la courbe que vous voyez en rouge. Et puis si vous regardez une demi-période plus loin, c'est la courbe qui est en noir et pour laquelle vous avez donc y égale à a cosinus de pi moins kx ou encore moins a cosinus kx. Alors maintenant, on va s'intéresser à une somme d'ondes périodiques sinusoïdales. Alors quel est l'intérêt de s'intéresser à une somme d'ondes périodiques sinusoïdales? Tout simplement parce que c'est le principe de superposition. Si vous avez plusieurs ondes qui se propagent simultanément en un même point, donc l'onde résultante en ce point-là sera tout simplement la somme des ondes. Donc on va prendre un cas simple. On va prendre un cas où vous avez plusieurs ondes qui se superposent et chacune de ces ondes étant une onde sinusoïdale. Donc vous avez représenté ces ondes sinusoïdales sur le schéma ici. Et en partant du haut, vous voyez que la première onde a une fréquence qu'on va appeler nu1. L'onde qui est juste en dessous, elle, a une fréquence double. Donc ça sera 2 fois nu1. La troisième a une fréquence triple, 3 fois nu1, etc. Donc on a considéré un cas où on fait une somme d'ondes dont les fréquences sont multiples les unes des autres. Et si vous faites cette somme-là, c'est une somme de courbes qui est relativement simple à faire, vous obtenez une courbe qui elle aussi est périodique. Alors elle est périodique, mais bien sûr, ce qui se passe pendant une période donnée est une courbe plus complexe qu'une simple sinusoïde. Alors vous pourrez vous amuser à tracer ce genre de courbe et à voir que le décalage, ou plutôt le déphasage d'une courbe à l'autre est important. Ici, on a représenté des courbes qui ont un certain déphasage. Si vous prenez les maxima de la courbe du haut, ils ne sont pas en coïncidence avec les maxima de la deuxième courbe, etc. Et donc, ça a une influence sur la courbe résultante. Vous pourriez prendre les mêmes ondes de départ, les déphaser légèrement, les unes par rapport aux autres et par rapport à ce schéma-là. La somme serait aussi une onde périodique, mais qui serait différente de celle qui est représentée ici. Donc ce qui est important de retenir, c'est que c'est ce principe de superposition, donc plusieurs ondes qui se propagent simultanément au même point, contribuent à une onde résultante. Et que si ces ondes sont toutes sinusoïdales ou périodiques, la résultante est une onde périodique. Donc on pourrait tout simplement décrire aussi cette courbe. Alors, si vous voulez revenir aux fonctions sinusoïdales, chaque courbe est décrite par la fonction y égale à a indice petit n de cosinus 2pi n fois nu1 t plus phi n. Donc, chaque courbe a sa propre amplitude a indice n. Chaque courbe correspond à une certaine fréquence qui est n fois nu1. Et chaque courbe a son propre déphasage qui est phi n. Et donc, au lieu de définir cette série de courbes sous cette forme-là, on pourrait aussi définir un graphe qu'on appelle un spectre, dans lequel on représenterait les amplitudes en fonction de la fréquence.
Et donc vous voyez que dans ce cas-là, ce spectre est un spectre qu'on appelle discret, puisqu'il n'a des valeurs que pour des valeurs discrètes de fréquence. Donc pour nu1, pour 2 fois nu1, 3 fois nu1, 4 fois nu1, etc. Et donc pour chacune des valeurs des fréquences, on associe l'amplitude. Donc pour nu1, vous avez une certaine amplitude qui est représentée par cette barre. Pour 2 fois nu1, vous voyez que l'amplitude elle est 2 fois plus grande que pour nu1. C'est ce qu'on voit aussi sur les courbes du schéma qui est représenté en haut à gauche. Pour 3 fois nu1, l'amplitude est entre nu1 et 2 nu1. Pour 4 fois nu1, l'amplitude est plus faible, 5 fois nu1 aussi, etc., etc. Donc, on a la possibilité de représenter l'ensemble de ces courbes par ce spectre. Alors, attention quand même, dans cette représentation, on a bien l'amplitude, on a la fréquence, mais on ne sait pas représenter la phase. Donc, si on veut superposer des ondes, ça peut être un problème. Maintenant, on peut généraliser ça, et cette généralisation, pour un mouvement périodique quelconque, se fait par le théorème de Fourier. Alors, que nous dit le théorème de Fourier? Le théorème de Fourier nous dit que toute onde peut s'exprimer comme la superposition d'ondes sinusoïdales, d'amplitude, de longueur d'onde et de phase bien définies. Donc finalement, c'est un peu le chemin inverse de ce que nous venons de faire dans ce cas précis où nous avons pris des ondes et nous les avons recomposées pour faire une onde résultante. Et donc les amplitudes des composantes de Fourier permettent de définir le spectre de l'onde. C'est également ce qu'on a vu dans l'exemple précédent. Ça, ce théorème de Fourier, il est général pour toute onde. Maintenant, on peut s'intéresser à des ondes périodiques, qui est un cas un peu plus particulier, comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc, pour une onde périodique de longueur d'onde lambda et de fréquence nu, qui est égale à c sur lambda, eh bien, le spectre de Fourier est discret, c'est ce qu'on a vu dans l'exemple précédent, et les composantes de Fourier sont les différentes longueurs d'onde lambda indice n, qui sont égales à 1 sur n fois la longueur d'onde de l'onde initiale considérée, ou encore on peut définir les composantes de Fourier par la fréquence, et cette fois-ci nu indice n est égal à n fois nu. Donc c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure sur l'exemple en sens inverse. Donc pour n égale 1, la fréquence c'est nu indice 1, c'est la fréquence nu. On appelle ça la composante fondamentale du spectre, ou encore on appelle ça l'harmonique 1. Et ensuite, pour toutes les valeurs suivantes de n, on appellera ça, donc pour nu indice n, on appellera ça l'harmonique d'ordre n. Alors je vous ai dit que le théorème de Fourier était complètement général, c'est-à-dire qu'on peut très bien aussi décomposer des ondes non périodiques sous la forme de superposition d'ondes sinusoïdales. Alors cette fois-ci c'est un petit peu plus complexe et le spectre de Fourier n'est plus un spectre discret mais est un spectre continu. Donc en principe nous n'aurons pas à traiter ce cas-là, nous nous intéresserons qu'à des spectres discrets, c'est-à-dire qu'à des ondes périodiques. Donc pour illustrer un peu ce théorème de Fourier, on peut donner quelques exemples de décomposition d'ondes périodiques en composantes de Fourier. Et donc ce premier exemple est un exemple d'une fonction en dents de scie que vous voyez donc sur le schéma à gauche, qui représente donc y en fonction de t, avec une amplitude maximale y0. Donc c'est une fonction en dents de scie qui est symétrique. Vous voyez donc le motif de répétition avec une certaine période grand T qui est représentée sur le schéma. Et on peut montrer donc que cette fonction y peut se décomposer sous la forme y égale à 8 sur pi au carré fois y0, facteur de sinus oméga t moins sinus de 3 oméga t sur 3 au carré, plus sinus de 5 oméga t sur 5 au carré, plus etc. Et on pourrait définir comme ça un nombre infini de termes. Et donc en conséquence,
vous pouvez définir le spectre de Fourier associé à cette onde périodique sur le schéma que vous voyez donc au milieu, qui vous donne l'amplitude de chacune des ondes composant le spectre. Donc pour l'onde de fréquence nu1, donc l'onde de fréquence fondamentale, vous avez une certaine amplitude, on va dire que c'est 1, c'est ce qui est devant le sinus oméga t. Pour l'onde de fréquence 2 nu1, l'amplitude est nulle puisqu'il n'y a pas de terme de sinus 2 oméga t dans cette somme. Par contre, pour la fréquence, pour l'harmonique numéro 3, donc pour la fréquence 3 fois nu1, vous avez une amplitude qui est 1 sur 3 au carré, donc à peu près 1/10 du premier terme. Ensuite, à nouveau pour l'onde de fréquence 4 fois nu1, donc l'harmonique 4, il n'y a pas de terme en sinus 4 fois oméga t, donc l'amplitude est nulle. Et donc on retrouve le terme pour 5 oméga t, donc 5 fois nu1, avec une amplitude qui est 1 sur 5 au carré, donc 1/25e. Et donc vous voyez comme ça que dans ce cas précis, il n'y a pas de terme pair pour les fréquences. Donc il n'existe que les termes impairs. Et vous voyez que les amplitudes de ces termes décroissent progressivement. Cette diapositive et la suivante servent à illustrer la transformée de Fourier d'une fonction périodique. Donc il s'agit d'exemples qui ne sont bien sûr pas à connaître par cœur. Donc on va traiter un deuxième exemple de décomposition d'ondes périodiques en composantes de Fourier. Et ce deuxième exemple, c'est à nouveau une fonction en dents de scie. Mais cette fois-ci, ce sont des dents de scie dissymétriques. Et donc vous revoyez sur cette figure à gauche représenter cette fonction avec la période grand T qui la caractérise et puis l'amplitude y0. Et donc on peut montrer que cette fonction-là se décompose sous la forme de différentes sinusoïdes, y égale à 2 sur pi y0, facteur de sinus oméga t, plus sinus 2 oméga t sur 2, plus sinus de 3 oméga t sur 3, plus etc. le terme général d'ordre n, sinus n oméga t sur n, plus etc. Et cette somme est infinie. C'est-à-dire que le spectre de Fourier de cette fonction-là se représente donc à nouveau sous le schéma l'amplitude en fonction de la fréquence, donc à nouveau quelque chose de discret. Donc pour le premier harmonique, l'harmonique 1, donc la fréquence nu1, une amplitude normalisée à 1. Pour la deuxième harmonique, donc la fréquence 2 fois nu1, vous voyez que l'amplitude est 1/2 de l'harmonique 1, donc c'est 1/2. Pour l'harmonique 3, c'est 1/3, etc. Et donc vous voyez que les amplitudes décroissent de façon régulière. Alors ce qui est intéressant maintenant de voir, c'est de faire la recomposition en sens inverse. C'est-à-dire, on va s'intéresser à l'onde fondamentale. Si je prends uniquement l'onde fondamentale, c'est-à-dire le terme sinus oméga t, j'ai une sinusoïde. Donc ça ne représente pas bien, ou même pas du tout, la fonction périodique de départ. Maintenant, on va prendre les deux premiers termes. Donc l'onde fondamentale, le deuxième harmonique de fréquence 2 fois nu1 et la résultante. Alors vous voyez, l'onde résultante, bon, elle est périodique, ça c'est normal, mais elle ne représente pas bien encore l'onde initiale. Et donc on va essayer d'augmenter petit à petit, de se rapprocher de l'onde initiale en rajoutant chaque fois quelques termes. Maintenant on va considérer 3 termes, l'onde fondamentale de fréquence nu1, le second harmonique 2 fois nu1, le troisième harmonique 3 fois nu1, l'onde résultante, et vous voyez qu'on commence à apparaître un peu une figure en dents de scie, pas tout à fait encore correcte, mais ça commence à venir. Donc on continue, on va rajouter une quatrième harmonique, donc nu1, 2 fois nu1, 3 fois nu1, 4 fois nu1, l'onde résultante, et vous voyez que progressivement on se rapproche de la fonction en dents de scie.
Et puis on va faire un dernier avec 5 harmoniques. Et vous voyez que maintenant on commence à se rapprocher de façon assez ressemblante de la fonction en dents de scie. Donc ça, c'est pour vous montrer aussi l'intérêt de ces décompositions de Fourier. Ça va être un outil assez pratique dans certains cas pour pouvoir simplifier les descriptions d'ondes périodiques. Et au lieu d'avoir à traiter une fonction qui est un peu générale et qui a une expression mathématique compliquée, on peut utiliser sa décomposition en série de Fourier et on n'est pas obligé d'utiliser tous les termes de la série de Fourier, et quelquefois on pourra faire des descriptions approchées en considérant que les premiers termes de la série de Fourier. Et donc ces termes-là sont tous des sinusoïdes, donc des fonctions relativement simples à manipuler. Dans cet exemple, il suffit de sommer les 5 premières composantes pour avoir une fonction résultante qui s'approche déjà de beaucoup de la fonction en dents de scie. Et donc c'est tout à fait intéressant parce que pour certaines applications, il sera plus facile de considérer la somme de 5 sinusoïdes plutôt que de considérer une fonction en dents de scie. Alors tous les exemples qu'on a pris jusqu'à présent étaient des propagations à une dimension. Donc on s'est surtout appuyé sur les propagations le long d'une corde, ça c'est forcément à une dimension. Bien sûr, toutes ces ondes peuvent se généraliser à 2 et 3 dimensions. Et dans le cas de milieux isotropes et homogènes, c'est-à-dire des milieux dans lesquels les ondes se propagent avec la même vitesse dans toutes les directions, on trouvera des ondes à 2 dimensions, donc sur des surfaces par exemple. Ça c'était l'exemple du caillou jeté dans l'eau. On a des ondes circulaires qui se développent sur les surfaces. Et par contre, dans les milieux tridimensionnels, on aura 3 types d'ondes. On aura des ondes planes, des ondes cylindriques ou encore des ondes sphériques. Donc les ondes planes, ce sont des ondes qui se propagent dans une direction. Alors pourquoi on les appelle planes? Tout simplement parce que si on considère un plan perpendiculaire à la direction de propagation, la perturbation dans tous les points de ce plan est identique à un instant donné. D'où la notion d'onde plane. Alors les ondes cylindriques, on peut donner des exemples. Ce sera par exemple des ondes qui se propagent, des ondes sonores qui se propagent dans des tuyaux. Les ondes sphériques, on peut citer l'exemple d'une source lumineuse ponctuelle qui va se propager dans toutes les directions. Donc ça, c'est une onde sphérique. Ensuite, on pourra avoir des cas plus complexes, dans le cas de milieux qui ne sont plus isotropes, donc des milieux qu'on dit anisotropes, dans lesquels la vitesse de propagation est différente dans les différentes directions. Dans ces milieux-là, on aura des ondes plus complexes et par exemple, on n'aura pas d'ondes sphériques. Et puis ensuite, il y a un autre niveau de complexité aussi qui pourra exister dans des milieux qu'on appelle dispersifs. Et dans ces milieux dispersifs, la vitesse de propagation va dépendre de la fréquence de l'onde. Typiquement, c'est le cas de la lumière qui se propage dans du verre ou dans de l'eau. La vitesse de propagation de la lumière dans le verre et dans l'eau va dépendre de la fréquence. Donc après avoir vu les différentes grandeurs associées aux ondes, et puis après avoir discuté les ondes sinusoïdales, on peut s'intéresser à différents comportements des ondes. Et tout d'abord, on va voir ce qui se passe lorsqu'on change de milieu. Et on peut revenir sur l'exemple des cordes et considérer 2 cordes mises bout à bout, avec des masses par unité de longueur différentes, donc mu1 pour la première corde et mu2 pour la deuxième corde. En effet, la propagation d'une onde selon une corde dépend de la masse par unité de longueur et sera donc différente sur les 2 cordes. Donc ce qui va se passer est schématisé ici. Donc on a une perturbation qu'on voit arriver avec une certaine amplitude grand A. Donc il vient du milieu 1 et qui se propage vers le milieu 2, comme c'est indiqué dans le schéma du haut. La perturbation donc, qui se propage sur la corde 1 avec une amplitude A va arriver à la jonction. Et là, elle va pouvoir se réfléchir avec une amplitude AR, d'une part, et d'autre part, elle va aussi pouvoir se transmettre avec une amplitude A indice T sur la corde 2.
comme c'est représenté sur la figure. Donc, cette jonction entre les deux milieux, en fait, donne naissance à une discontinuité. Et donc, on va appeler A indice R l'onde réfléchie et A indice T l'onde transmise. Lorsqu'on a donc un changement de milieu, on peut définir des coefficients de réflexion gamma et de transmission T. Gamma est égal à AR sur A, c'est-à-dire l'amplitude de l'onde réfléchie sur l'onde incidente, et T est égal à 1 indice T sur grand A, c'est-à-dire l'amplitude de l'onde transmise sur l'amplitude de l'onde incidente. On peut définir pour chaque milieu traversé par l'onde une notion qui s'appelle l'impédance, grand Z. On peut montrer que on peut relier les coefficients de réflexion et de transmission aux impédances des deux milieux sous la forme suivante. Donc gamma est égal à Z1 moins Z2 divisé par Z1 plus Z2 et T est égal à 2Z1 divisé par Z1 plus Z2 et on peut montrer que T est égal à 1 plus gamma. Nous pouvons voir un cas particulier, celui d'une corde attachée à un mur. Donc la corde a une impédance grand Z1 et le mur a une impédance grand Z2 et cette impédance Z2 est égale à l'infini. En fait, Z est relié à la force qu'il faut appliquer pour permettre la propagation d'une onde. Donc pour un mur, il faudrait une force infinie. Donc voilà pourquoi Z2 est égal à l'infini. Donc si on regarde des équations au-dessus, on peut donc montrer que gamma, le coefficient de réflexion, est égal à moins 1, ce qui signifie que la réflexion est totale avec un changement de signe de l'onde. C'est ce qui est représenté sur le petit schéma à côté. Et en parallèle, le coefficient de transmission est égal à 0. Dans le cas d'une corde, l'impédance de la corde nous indique comment se propage une onde ou une perturbation le long de la corde suite à une excitation. Donc, plus particulièrement, si deux cordes sont mises bout à bout, la comparaison des impédances permettra de prédire comment se fait la transition d'une corde à l'autre. L'adaptation d'impédance, donc c'est l'égalité des impédances des deux milieux, Z2 est égal à Z1. Le coefficient de réflexion gamma est nul dans ce cas-là. Il y a donc transmission totale, c'est-à-dire A indice T est égal à A. Il faut voir que cette notion d'impédance est très générale et interviendra à chaque fois qu'un signal se propage d'un milieu à un autre. Par exemple, c'est une notion qui est importante lorsqu'on réalise une échographie. On veut un contact parfait entre la sonde et la peau, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de perte d'informations en cours de route, et c'est pour cela qu'on utilise un gel, et c'est ça qui permet d'assurer une transmission presque totale, c'est-à-dire une bonne adaptation d'impédance. Alors, une remarque, l'impédance est une notion beaucoup plus générale. On peut aussi définir l'impédance d'un circuit électrique. Comment réagit le circuit lorsqu'on applique une certaine tension? Si le circuit est limité à une résistance, vous savez que la tension c'est égal à RI, eh bien ça veut dire que l'impédance Z vaut tout simplement R. Alors, autre comportement intéressant des ondes, ce sont les ondes stationnaires. Donc, on va considérer la superposition de deux ondes sinusoïdales qui auront la même longueur d'onde, la même amplitude et qui se propagent en sens inverse. Donc, puisqu'elles se propagent en sens inverse, on peut les décrire sous la forme suivante. L'onde allée va être décrite par une fonction y1, donc qui dépend de x et de t. C'est une onde sinusoïdale, donc elle se met sous la forme grand A cosinus 2pi, facteur de petit t sur grand T, moins x sur lambda. Et l'onde de retour s'écrira sous la forme y2 de x et de t, qui est égale à grand A cosinus 2pi petit t sur grand T, plus x sur lambda. Donc, les deux ondes ont la même amplitude, grand A, ont la même période, grand T, et donc la même longueur d'onde, lambda, mais vous voyez que la propagation se fait en sens inverse, puisque l'une, son argument, c'est petit t sur grand T moins x sur lambda, et l'autre, son argument est petit t sur grand T plus x sur lambda.
Alors à nouveau, quand vous écrivez ce genre d'expression, pensez toujours à l'homogénéité des expressions. Ici, vous voyez que le temps et la période ont la même unité, ce sont des grandeurs semblables, donc petit t sur grand T, ça n'a pas d'unité, et de même, x sur lambda n'a pas d'unité. Donc l'expression est bien homogène. Et donc le principe de superposition nous dit qu'en un point x, ce qui va se passer, le déplacement résultant, ça sera la somme des déplacements induits par les deux ondes. Donc y de x et de t sera égal à y1 de x et de t plus y2 de x et de t. Et donc on va faire la somme de ces deux cosinus. Et nous avons vu lors des rappels sur les fonctions sinus et cosinus que cosinus A plus cosinus B est égal à 2 fois cosinus A plus B sur 2 fois cosinus A moins B sur 2. Donc y de x et de t est égal à 2 fois grand A, cosinus donc de la somme des arguments divisé par 2, donc la partie quand on fait la somme, c'est la partie en x qui disparaît, donc ça vous donne le cosinus de pi t sur grand T, et fois le cosinus de la différence, et quand on fait la différence, cette fois-ci, c'est le temps qui s'en va, et donc on a le cosinus de 2pi x sur lambda. Et donc vous voyez qu'en faisant cette somme, cette fois-ci, la fonction résultante, c'est un produit de cosinus, mais on ne voit plus l'argument caractéristique d'une propagation. Le t moins x sur c n'est plus présent dans cette fonction. Donc, le déplacement résultant ne correspond plus à une propagation. Vous constatez que pour faire la somme de y1 et de y2, il suffit de se reporter aux formules de sommation de cosinus que nous avons vues dans le premier chapitre. Donc, reprenons un peu cette expression de produit de deux cosinus. Et donc, en chaque point, donc pour un x donné, on aura une fonction y qui correspond à une vibration avec une certaine période t. Et donc, il y aura des points particuliers pour lesquels l'amplitude sera nulle, c'est-à-dire des points pour lesquels le cosinus de 2pi x sur lambda est nul. Et pour avoir un cosinus nul, il faut que l'angle, donc le 2pi x sur lambda, soit égal à un nombre impair de pi sur 2. Et donc si vous écrivez 2pi x sur lambda est égal à 2n-1 fois pi sur 2, eh bien vous montrez que x doit être égal à 2n-1 fois lambda sur 4. Et donc, chaque fois que x est égal à 2n-1 lambda sur 4, l'amplitude est nulle, donc c'est ce qu'on appelle un nœud de vibration. Au contraire, si maintenant vous aurez des points qui correspondent à une amplitude maximale, et ces points-là correspondront à des valeurs de cosinus égales à plus ou moins 1. Donc cosinus de 2pi x sur lambda égale à plus ou moins 1. Et pour avoir un cosinus égal à plus ou moins 1, il faut que l'angle soit un nombre entier de pi. Donc on va écrire que 2pi x sur lambda est égal à n pi. Et donc x est égal à n fois lambda sur 2. Donc pour ces points, l'amplitude est maximale, en positif ou en négatif d'ailleurs, et c'est ce qu'on appelle les ventres de vibration. Donc ça se représente sur des petits schémas. Donc les ondes, ou plutôt plus exactement le système d'ondes stationnaires en fonction de x, donc représenté à différents instants. C'est les différentes courbes que vous voyez là. Mais vous voyez que pour certaines valeurs de x, par exemple au niveau des nœuds, quel que soit le temps, l'amplitude sera systématiquement nulle. D'où la notion de nœud de vibration. Inversement, donc pour les ventres, donc pour ces valeurs particulières de x où l'amplitude est maximale, donc elle sera maximale, mais elle varie en fonction de la valeur du temps. Et donc si t est égal à 0 par exemple, à ce moment-là, vous pouvez représenter la courbe, quel que soit x,
donc en faisant t égale à 0 dans l'expression y de x et de t. Donc le cosinus de pi t sur grand T est égal à 1. Et donc la courbe qui vous reste, c'est y égale à 2 fois grand A cosinus de 2pi x sur lambda. Et donc c'est ce qui est représenté ici avec une amplitude maximale qui est l'amplitude de 2 fois grand A. Maintenant, si vous représentez ce qui se passe à un instant t qui est égal à un quart de période, donc grand T sur 4, alors si vous faites petit t est égal à grand T sur 4, vous obtenez un cosinus de 2pi fois petit t sur grand T qui est égal à cosinus de pi sur 2, donc à 0. Et donc, quel que soit le point x, y va être nul. Donc, c'est la courbe qui va être sur l'axe des x. Et entre les deux, vous avez des situations intermédiaires. Alors, pour faire des systèmes d'ondes stationnaires, il faut quand même des conditions un petit peu particulières. Et ça va être important d'avoir des conditions ou limites particulières. Alors, pour faire les choses plus simples, on va illustrer ça par un exemple. Et prendre le cas, par exemple, d'une corde fixée aux deux extrémités. Donc, si la corde est fixée aux deux extrémités, pour arriver à avoir un système d'ondes stationnaires, il faut forcément que les déplacements à ces deux extrémités soient nuls, donc que ces deux extrémités correspondent à des nœuds de déplacement. Donc c'est représenté ici. Donc différentes situations où les deux extrémités correspondent à des nœuds de déplacement. Donc la corde a une certaine longueur L, elle est fixée en haut d'un côté et donc elle est fixée aussi à l'autre extrémité. Donc la première situation, avec une longueur L qui correspond à une demi-longueur d'onde, c'est ce qui est représenté sur le schéma du haut. Une deuxième situation où la longueur est égale à une longueur d'onde, c'est le schéma du milieu. Et une troisième situation où la longueur d'onde est égale, ou plus exactement, pardon, la longueur de la corde est égale à 3/2 fois la longueur d'onde. C'est la situation sur le schéma du bas. Alors comment on arrive à montrer ça? Tout simplement en écrivant ou en constatant que la distance entre les nœuds est égale à lambda sur 2. Donc, pour établir des ondes stationnaires, il faut forcément que la longueur de la corde soit égale à un nombre entier fois lambda sur 2. Et donc, c'est équivalent à ce qu'on a montré sur les petits schémas. C'est-à-dire que si n est égal à 1, la longueur de la corde est égale à lambda sur 2. Si n est égal à 2, la longueur est égale à lambda. Et si n est égal à 3, grand L est égal à 3/2 de lambda. Alors, ça serait plus correct de dire les choses dans l'autre sens, parce qu'en fait, la longueur de la corde, c'est quelque chose qui est fixé. C'est vous qui le définissez. Et ce qui va varier, ce sont les longueurs d'onde qui pourront donner des systèmes d'ondes stationnaires. Donc, ça serait plus juste de parler de ces longueurs d'onde et voir donc que c'est les longueurs d'onde qui permettent des ondes stationnaires. Donc, c'est ce qu'on appelle les modes propres de vibration de la corde. On peut les définir par lambda indice n, qui est égal à 2 fois grand L sur petit n. Donc, à nouveau, on trouve la notion de mode fondamental lorsque petit n est égal à 1. Donc, c'est la longueur d'onde lambda 1 qui sera égale à 2 fois grand L. Et puis des modes harmoniques qui, de façon générale, sont définis comme lambda petit n est égal à lambda 1 que divise petit n. Alors, ce sont des notions qu'on trouve assez souvent dans les instruments de musique, que ce soit les instruments de musique à cordes. Donc, pour une corde donnée, on a un certain nombre de fréquences de vibration possibles. Ou on trouve ça aussi dans le cas des instruments à vent. Alors vous pourrez vous-même aussi regarder ce qui se passe si cette fois-ci, au lieu d'avoir une corde fixée aux deux extrémités, considérez une corde fixée à une extrémité et libre à l'autre extrémité. Et voir cette fois-ci, donc si la corde est fixée en A et libre en B,
quelles sont les conditions pour établir des systèmes d'ondes stationnaires. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est remarquer que dans ce cas-là, si la corde est fixée en A, il va falloir avoir un nœud en A, alors qu'inversement, si la corde est libre en B, il faut un ventre en B. Et donc, à partir de là, vous pouvez rechercher les conditions pour la longueur d'onde et trouver le lien entre longueur d'onde et longueur de la corde. Alors, un autre phénomène intéressant qui se produit fréquemment avec les ondes, et plus spécifiquement lorsqu'on superpose deux ondes, c'est le phénomène des battements. Alors, pour obtenir le phénomène de battement, on va considérer deux ondes sinusoïdales de même amplitude, pour simplifier un peu au début, et qui se propagent dans le même sens, mais qui ont des fréquences légèrement différentes. Donc la première onde pourra être décrite par une fonction y1 de x et de t, sous la forme grand A cosinus oméga 1 t moins k1x. Et la deuxième s'écrira pareil, de y2 de x et de t est égal à grand A cosinus de oméga 2 t moins k2x. Donc je vous rappelle que oméga c'est la pulsation et k le nombre d'ondes. Donc on peut poser delta oméga égale à la différence, oméga 1 moins oméga 2. Et puisqu'on a dit que les deux ondes ont des fréquences semblables, la différence oméga 1 moins oméga 2 sera forcément petite devant oméga. De même d'ailleurs, on peut poser delta k est égal à k1 moins k2, et puisque les fréquences ou les pulsations sont proches, les nombres d'ondes seront proches aussi, donc la différence sera petite, et donc K1 moins K2 sera petit devant K. Donc n'oubliez pas que le nombre d'ondes, lui, il est relié à la fréquence ou à la pulsation, puisque K, c'est 2pi sur lambda, on l'a défini précédemment. Lambda, c'est C sur nu, donc K peut être égal à 2pi nu sur C, ou encore à oméga sur C. Donc on voit bien que si oméga est petit, ou plutôt plus exactement si delta oméga est petit, delta k sera petit aussi. Alors puisque les fréquences sont voisines, on peut aussi approximer que oméga 1 plus oméga 2 sur 2, c'est à peu près égal à la fois à oméga 1 ou à oméga 2, et on va le noter oméga. Et pareil donc pour K1 et K2, K1 et K2 sont proches, donc on peut dire que K, qui serait la demi-somme entre K1 plus K2 sur 2, c'est proche de K1, mais c'est aussi proche de K2. Nous pouvons donc écrire que l'onde résultante se décrit par Y, qui est fonction de x et de t, qui est la somme des deux ondes, Y1 de x et de t plus Y2 de x et de t. Et si on reprend les expressions de la diapositive précédente, il s'agit de faire la somme de deux cosinus. Nous pouvons utiliser les relations données dans le chapitre introductif et nous montrons que cette somme est égale à 2 fois grand A fois cosinus de delta oméga sur 2 t moins delta k sur 2 x fois cosinus de oméga t moins kx. On retrouve ici le terme cosinus oméga t moins kx qui est caractéristique d'une onde qui se propage. Et c'est une onde qui a une pulsation oméga. Donc oméga, c'est ce qui est à la fois voisin de oméga 1 et de oméga 2. Et cette onde a une amplitude de 2A fois cosinus de delta oméga sur 2t moins delta k sur 2x. C'est-à-dire que c'est une amplitude qui est modulée avec une pulsation delta oméga. Et cette pulsation delta oméga, c'est ce qu'on appelle la pulsation des battements. Cette expression, donc y de x et de t égale à 2a cosinus de 2 oméga sur 2t moins delta k sur 2x fois cosinus oméga t moins kx, peut se représenter. Alors, le plus simple, c'est de le représenter, par exemple, pour une valeur de x donnée. Prenons x égale à 0. À ce moment-là, y de x et de t s'écrit 2a cosinus
delta oméga sur 2 t fois cosinus oméga t. Et nous pouvons alors représenter y en fonction de x, pardon, y en fonction de t. Et nous voyons que y en fonction de t, c'est une fonction qui est sous la forme d'un cosinus. Et cette fonction, donc, on retrouve cette notion d'amplitude modulée par également une fonction en cosinus, qui est cette fonction cosinus delta oméga sur 2 fois t. Et nous voyons que cette fonction donc oscille entre des valeurs plus 2a et moins 2a. On voit aussi que cette fonction s'annule en pi sur delta oméga, 3pi sur delta oméga. Ça résulte de cette modulation par le cosinus. Et donc, on peut représenter l'enveloppe de la courbe par cette fonction 2a cosinus delta oméga sur 2 fois t. Donc, on retrouve ici la notion de la pulsation du battement qui est delta oméga. Nous pouvons généraliser la notion de battement à deux ondes de fréquence voisine mais d'amplitude A et B différentes. Le calcul est alors un petit peu plus complexe, mais on peut voir le résultat graphiquement. Et nous retrouvons cette notion de modulation d'amplitude due à ce phénomène de battement, mais cette fois-ci, la modulation ne s'annule pas complètement. Et on voit que l'enveloppe de la courbe oscille entre une valeur A plus B et A moins B. Ce phénomène est bien connu des joueurs de guitare parce que lorsqu'on accorde les cordes, on passe deux cordes en même temps. Si les cordes sont bien accordées, les notes jouées sont identiques. Si les cordes ne sont pas bien accordées, mais presque, alors les fréquences sont très voisines et on peut entendre l'amplitude du son qui oscille dans le temps. Ce sont les battements. Résumons les notions importantes vues dans ce chapitre. Donc nous avons défini et décrit les phénomènes de propagation. Nous avons vu les caractéristiques d'un mouvement vibratoire périodique, donc période, fréquence, pulsation, longueur d'onde. Nous avons vu le cas particulier du mouvement sinusoïdal, et donc il faut savoir écrire la fonction décrivant un tel mouvement. Nous avons vu le principe de la décomposition de Fourier dans le cas d'un mouvement périodique. Nous avons montré les notions d'impédance et les conséquences lors d'un changement de milieu, et nous avons vu la notion d'adaptation d'impédance. Nous avons évoqué les ondes stationnaires, et donc pour ça il faut savoir poser le problème et connaître les caractéristiques du phénomène. Et finalement, nous avons vu le phénomène de battement, et à nouveau il faut savoir poser le problème et connaître les caractéristiques de ce phénomène. Pour finir, quelques exercices que vous pourrez faire pour voir la compréhension de ce cours.